Bonjour et bienvenue sur Univers Fantasy pour un nouvel avis et analyse de La Roue du Temps saison 3. Et aujourd'hui, on va regarder le merveilleux épisode 6. C'était vraiment un épisode fabuleux, vraiment, j'ai vraiment adoré cette saison 3 et exceptionnelle. Vous avez peut-être entendu mes vidéos précédentes, j'ai pinaillé sur des petits détails à droite à gauche. J'étais pas particulièrement super heureuse sur la façon dont il menait l'intrigue à Deux-Rivières notamment. Mais cet épisode, j'ai adoré ce qui s'est passé à Deux-Rivières. 2, même si je pinaille sur des détails, globalement, cette saison 3 est extraordinaire. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, entre l'épisode 4, qui était fabuleux, celui-ci, qui est génial, et l'épisode 1, qui était vraiment excellent, on a 3 épisodes sur 6 qui sont des 9,5, voire des 10 sur 10, et le reste qui sont tout autour de 7 sur 10 ou 8 sur 10. Globalement, c'est une très très bonne saison. J'adore, j'espère qu'ils vont réussir à conclure l'histoire correctement. Mais en attendant, on va discuter de cet épisode 6, qui est vraiment très très bon. Et on va en discuter lieu par lieu pour que ce soit plus simple. Et on va commencer avec Deux-Rivières. À Deux-Rivières, on a Perrine qui va revenir blessée donc de sa mission de sauvetage. Tout le monde demande, ok, il faut qu'Alana vienne le guérir. Et on découvre aussi donc que Alana, on le savait nous, mais les autres personnages découvrent que Alana est très blessée, quasiment mourante, et que donc elle ne peut pas aller guérir Perrine. Maxime est horrifié, il pense qu'elle est en train de mourir, puisque Alana lui dit qu'elle est en train de mourir, globalement. C'est un moment très touchant et difficile, et on a les 2 sœurs de Matt qui viennent, et évidemment nous on savait un petit peu qu'elles étaient capables de canaliser, ce que ne savait pas Maxime ou Alana. J'aime beaucoup le fait qu'elles viennent et qu'elles disent « Oh, on vient remercier Alana d'avoir aidé Perrine à les secourir. » Et Maxime qui dit « Ah, mais tu adores te faire remercier, regarde, elles sont là. » C'est très mignon. La relation entre Maxime et Alana est adorable. Même quand ils se battaient un petit peu dans les épisodes précédents, c'est toujours une très très belle relation. Et Alana et Maxime comprennent que les filles sont capables de canaliser, et Alana va donc les guider pour qu'elles utilisent le pouvoir, pour qu'elle la soigne. C'est sans doute un de mes rares tout petits trucs où je suis un peu hésitante de l'épisode. Il y a 2 éléments dans l'épisode où je me suis dit « ok, il y a un petit quelque chose que j'aurais peut-être pas fait comme ça ». Logiquement, dans les livres, et il me semble que dans la série, ils l'ont précisé aussi en saison 2 au moins, quand Nynaeve, elle parle à Tar-Valon avec d'autres Aes Sedai, guérir, c'est pas quelque chose de très facile à faire pour les Aes Sedai. C'est quelque chose que tu dois apprendre, et qui prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de concentration, c'est des trucs très minutieux, etc. Et les filles, là, elles ont déjà canalisé, on les a vues canaliser quand elles étaient dans la cage, en tout cas l'une des filles, je sais pas si c'était les 2 ou pas, mais être capable de faire un truc aussi précis, souvenez-vous, Egwene, et Nynaeve, mais bon, Nynaeve c'est un autre débat, elle avait passé 6 mois à Tar-Valon à étudier pour être une Aes Sedai, et elle arrivait au bout de 6 mois à tout juste enlever de la boue d'un verre d'eau pour que le verre d'eau soit propre. C'était ce genre d'exercice qu'elle faisait 6 mois après être arrivée à Tar-Valon. Donc là, les filles, elles ont peut-être utilisé le pouvoir 2 fois dans leur vie. Être capable de faire quelque chose d'aussi complexe que de la guérison, c'est un peu pousser les capacités qu'ont les gens. Je comprends que la série était un peu bloquée. Ils voulaient avoir le côté émotionnel, je pense, de la relation entre Alana et Maxime. Ils voulaient montrer que Alana était vraiment prête à tout pour aider Perrine dans cette mission, mais aussi pour essayer de faire cette armée qu'elle veut faire à Deux-Rivières, etc. Et que dans les livres, il y a plusieurs Aes Sedai à Deux-Rivières. Du coup, si l'une d'entre elles est blessée, l'autre peut la guérir. Et là, ils étaient bloqués parce qu'elle était mourante. Et ils avaient besoin de la guérir, parce que clairement, ils n'avaient pas l'intention de la faire mourir là. Donc ils étaient un petit peu bloqués, je pense. Du coup, ils se sont dit, bon, tant pis, on va ignorer le fait que c'est censé être compliqué de guérir les gens, et ces jeunes filles qui n'ont pas de formation vont apprendre à le faire très rapidement, et tout va bien aller. C'est pas très grave, la scène est très jolie, les deux gamines sont mignonnes, Alana qui, une fois qu'elle est guérie, se retourne vers Maxime et lui dit « Je te l'avais bien dit, je t'avais dit qu'il y avait des canalisatrices à Deux-Rivières, c'est tout à fait adorable ». Et en effet, c'est important qu'il y ait des gens ici, à Deux-Rivières spécifiquement, qui sachent utiliser le pouvoir, c'est pas pour rien. Et la scène était jolie, elle est juste un peu questionnable en termes de qui est capable d'utiliser quoi comme pouvoir et à quel niveau d'expertise, on va dire. Et là, 2 gamines qui n'ont jamais été formées,
c'est peu probable. Mais c'est pas très grave. Encore une fois, la scène était très jolie, donc je leur pardonne, c'est pas très grave. Perrine, qui n'est pas encore guérie, qui a juste un bandage et tout ça, a une discussion assez longue avec Faïl. Et c'est une très jolie discussion, et c'est là que je dis que De Rivière a rattrapé un petit peu les points négatifs que je pointais dans les autres épisodes. Je trouvais que dans les autres épisodes, on passait pas beaucoup de temps à construire les personnages, à les faire évoluer aussi. Je trouve qu'on nous montrait des scènes les unes à la suite des autres sans prendre le temps en fait d'étudier les choses. Je sais que j'ai dit que je voulais que ça aille plus vite, mais parce que si tu passes pas du temps sur les personnages, autant que l'intrigue elle aille vite. On passait un peu de temps sur Alana et sur Maxime, mais vraiment aucun temps sur Perrine. Et là, enfin, parfait, cette discussion est géniale. Faïl va lui parler du fait que sa mère était une suppôt des ténèbres, et une suppôt des ténèbres, il ne me semble pas qu'elle en parle au passé, et qu'elle aurait essayé de convaincre Faïl de rejoindre le Ténébreux, globalement, et que Faïl a refusé, qu'elle en a parlé à son frère, et que son frère a été tué par sa mère, ce qui est une histoire évidemment horrible. Et Faïl dit donc que suite à ça, elle a fui Saldea, et elle a fui sa mère pour rejoindre la quête pour le corps de Valère, et qu'elle se sent évidemment extrêmement coupable de ce qui est arrivé à son frère, et Perrine lui dit qu'il comprend un peu sa douleur et sa culpabilité, puisqu'il a eu l'expérience qu'il a vécue avec sa femme, et donc il lui parle de Leïla, la femme de Perrine, enfin, l'ancienne femme de Perrine qui est maintenant décédée, et de sa responsabilité dans sa mort, etc. C'est une jolie scène, Faïl le réconforte un petit peu, et Perrine réconforte Faïl. Donc les deux s'entendent bien et connectent particulièrement bien. Donc on savait un petit peu que Perrine, il avait tout à fait envie de connecter avec Faïl, et on avait remarqué que Faïl avait l'air d'apprécier particulièrement Perrine, donc ça fonctionne très bien. Les deux acteurs ont une bonne alchimie, donc la discussion est absolument adorable à regarder. Et sur un ton beaucoup plus léger, il parle de la quête pour le corps de Valère, qui est un grand événement dans la roue du temps. Il y a des tonnes de gens qui cherchent le corps de Valère de partout, et c'est sérieux comme quête, et c'est important, etc. Et Perrine qui rigole et qui lui avoue que il se trouve qu'on l'a trouvé, le corps de Valère, c'est mon pote Matt qui l'a, et qui a soufflé dedans il n'y a pas si longtemps que ça. Et elle est indignée, elle est choquée. Il lui montre le dessin qu'ils avaient fait dans le premier épisode de la saison 3, qui est toujours aussi hilarant, et elle est vraiment... Sa réaction est adorable, et Perrine l'embrasse, et c'est très très mignon. J'aime beaucoup le fait qu'il soit interrompu par Alana, qui maintenant est sur ses pieds, et qui vient proposer donc de la guérison à Perrine. C'est très très mignon, et ça permet donc de construire ces personnages, et on peut les voir maintenant évoluer et grandir. C'est ceux qui tombent assez mal, puisque ils vont se faire interrompre très prochainement par le grand et le génial, non, le grand et le horrible, Padan Fain qui arrive à De Rivière, accompagné de Trolloc. J'ai adoré, il y a un petit truc dans la façon dont ils ont fait le montage sonore. On est sur la fin de la conversation entre Perrine et Faïl, et on entend le sifflement, alors qu'on est encore sur eux, on est encore sur le couple, en train de discuter, et on entend le sifflement au loin, et hop, on a un fondu vers Padan Fain, et j'ai adoré parce que c'est tellement sinistre et glauque d'entendre ce gars siffler. Et on l'avait pas vu depuis un petit moment, il me semble qu'on l'avait pas vu depuis... On l'avait vu en saison 2 un petit peu, parce que c'est lui qui avait volé le corps de Valère et tout ça, mais déjà on l'avait pas vu de toute la saison 3, et même en saison 2, même s'il avait un rôle important puisqu'il piquait le corps de Valère et qu'il fait des choses très louches dans la saison 2, on le voyait pas beaucoup, il avait pas beaucoup de temps à l'écran. Et là, quelque chose me dit que sur la fin de la saison 3, il va avoir un rôle un poil plus important, parce que, dans le camp des Crabes Blanches, les renforcements arrivent enfin, et on a donc Bornald encore tout blessé de son combat avec Perrine, qui se lève, et avec Eamon Valda, ils vont voir donc cette nouvelle armée qui arrive, et ils sont particulièrement surpris de voir que le commandant de cette armée de renforcement est couvert de sang. Et évidemment, c'est Padan Fain et ses hommes qui ont probablement tué les autres Capes Blanches sur le chemin de Deux Rivières et qui prennent leur place. Le costume blanc recouvert de sang, c'est tellement un choix particulier. Padan Fain est flippant, et cette scène promet vraiment des choses intéressantes pour la suite, parce que du coup, ça va être les Capes Blanches qui vont attaquer Deux Rivières, donc pour contre-attaquer après la libération des deux jeunes filles, et parce qu'ils veulent prendre Perrine, etc., etc. Mais ils vont le faire avec des gens qui sont des suppôts des ténèbres. Bref, ça va être très intéressant, et ce sera pas les seuls ennemis que Perrine va devoir combattre, puisqu'on a donc Ben, Chiad et Fail
qui garde un œil clairement sur la porte des chemins à proximité de deux rivières, et elles y voient arriver une armée de Trollocs qui donc débarque dans la région et signifie qu'une guerre s'approche, ce qui promet des choses assez éclatantes pour la fin de cette saison, qu'on attend en vrai depuis le début. On se doutait tous qu'il allait y avoir des gros combats à deux rivières, parce que c'était dans les bandes annonces notamment, on voyait Perrine en armure, etc. Donc, ça va être très très cool, j'ai assez hâte de voir la suite de cette intrigue, et c'était bien. C'était vraiment bien. J'ai aimé, pour une fois j'ai aimé ce qui se passait. J'ai toujours aimé ce qui se passait à Deux-Rivières. C'est juste qu'à chaque fois je l'ai trouvé très maladroit dans la façon dont ils traitaient l'intrigue qu'ils avaient à traiter, et que là enfin je l'ai trouvé solide, j'ai trouvé les conversations bien écrites, qu'on a progressé sur les personnages, et c'était bien. On va maintenant aller faire un tour dans la très vivante ville de Tanchico. Et on commence par le prologue de l'épisode qui nous montre la jeunesse assez peu sympathique de Liandrine, on va dire, hein. Parce que très jeune, on la voit juste après avoir donné naissance à son fils, et probablement pour la première fois, elle canalise le pouvoir pour tuer les hommes qui cherchent à prendre le gamin et à le tuer, et on la voit fuir dans les rues de Tanchico, à y demander, supplier les gens pour avoir de l'aide, et n'avoir aucune aide de personne, et d'être dans une détresse incroyable, et quand elle s'endort en dessous de la statue, Ishamael apparaît dans ses rêves, et lui, il propose de l'aide, et donc on comprend que c'est son premier contact avec le rejeté, et probablement peu de temps avant qu'elle commence à prêter allégeance aux ténébreux. On le savait qu'elle avait prêté allégeance aux ténébreux avant de rejoindre Tarvalon, parce qu'on nous l'avait dit, il me semble, en saison 2, mais je trouve ça bien de le rappeler, et ça veut dire qu'elle a toujours été, enfin toujours, ça fait 95 ans, il me semble, qu'elle sert le ténébreux, et elle a servi Ishamael pendant la majorité de ce temps, et c'est juste sur les derniers 6 mois ou 1 an qu'elle, maintenant, sert Lanfear, et on en discutera un petit peu du fait que tout le monde sert le ténébreux, mais ensuite, parmi les rejetés, c'est pas la joie. Et d'ailleurs, on va retrouver Liandrine dans son rêve, elle est en train dans le présent, hein, elle est en train de rêver d'être sur le siège d'Amerlin, que j'ai trouvé assez drôle. J'aurais pas imaginé que son ambition, c'était d'être à la tête de la Tour Blanche. Je sais pas quelle peut être son ambition, en dehors de survivre et d'arrêter de souffrir, vu les horreurs qu'elle a vécues dans sa jeunesse. J'aurais pas forcément parié, mais c'est intéressant. Et elle est interrompue par Lanfear, qui vient s'assurer que l'Aja Noir, qui sert en dessous de Liandrine, est fidèle, et lui est fidèle à elle, Lanfear, maintenant qu'Ishamael est mort. Et elle lui dit qu'au moins l'une des membres de l'Aja Noir bosse pour Ravin, un autre rejeté, et elle demande à Liandrine de tuer cette personne. Là, on tombe sur un de mes trucs favoris de La Roue du Temps. J'ai plein de trucs favoris dans La Roue du Temps, j'aime beaucoup cette série en général, la série de livres et la série de télévision, qui est les rejetés bossent tous pour le même gars, pour le ténébreux. Pas vraiment un gars, mais bon, voilà. Mais entre eux, ils s'entendent pas du tout, ils veulent des choses différentes, et ils pensent que la façon d'arriver au pouvoir, de pouvoir libérer le ténébreux, etc., ils pensent pas forcément tous y aller de la même façon, ils ont tous des techniques différentes, et ils veulent être le meilleur pour avoir le plus de pouvoir, etc. Et ils ne vont pas du tout hésiter à se poignarder dans le dos quand il faut, à se faire des coups pas cool et tout ça. De temps en temps, ils vont bosser ensemble, et ils sont très très dangereux quand ils bossent ensemble, mais je crois que c'était Samael ou Ravin, je sais plus, l'un des autres rejetés, qui disait dans l'épisode 2 ou 3 de cette saison, la dernière fois, on a passé plus de temps à se battre entre nous que à se battre contre le dragon, contre Lousterine, etc. Et c'est ça, en partie, qui a causé notre chute. Et je sais pas si c'est vrai, mais oui, les rejetés, ils s'aiment pas entre eux. Ils passent leur temps à se battre entre eux, et pour des gens très intelligents et très puissants, des fois, ils sont bêtes. Ils sont bêtes. Enfin bref. Lanfear veut donc que Liandrine se débarrasse des membres de l'Aja Noir qui bossent potentiellement pour Ravin. Les membres de l'Aja Noir continuent à bosser, et elles sont donc à la recherche du fameux collier avec lequel elles veulent emprisonner Rand. Contrairement au collier bracelet qu'on a vu en saison 2 avec les Sanchean, on apprend donc ici qu'il faut 2 bracelets et un collier. Et donc on voit la fameuse statue complète, puisqu'on a vu la statue que version détruite où il n'y a que le mec au milieu, et on voit maintenant l'ancienne version de la statue où il y avait 2 Aes Sedai autour du gars, qui elles ont toutes les 2 le bracelet. Et pendant
toutes ces scènes où on voit la Jet Noire en train de bosser, de préparer leur plan, etc. On a Moghedien qui continue à les espionner, on avait déjà vu ça dans un épisode précédent, mais il y a plein de scènes sur Moghedien dans cet épisode, et c'est perturbant, ok? On la voit cracher dans le thé, on la voit faire je ne sais quoi avec la nourriture, qui est franchement dégueulasse. Elle est perturbée profondément, Moghedien, et elle est tellement flippante, parce que le fait qu'elle se permette de faire ça autour d'elle, elle pourrait très facilement se faire choper, nous rappelle que Moghedien, elle craint rien des membres de la Jet Noire. Pourtant, les femmes qu'on a autour de cette table, elles sont super flippantes. Elles sont un vrai risque pour des gens type Moiraine, Egwene. Elles peuvent réellement causer du mal à une bonne partie de nos héros et des gens qu'on connaît et qu'on apprécie parce qu'elles sont très puissantes dans cette catégorie-là de personnes. Les rejetées sont bien au-dessus en termes de puissance et du coup, Moghedien, elle s'en fout de Liandrin. Elle pourrait probablement la tuer en un claquement de doigts et ça ne change rien. Et c'est aussi d'ailleurs pour ça que Liandrin est aussi soumise, on va dire, à Lanfear. C'est qu'elle sait à quel point la différence en termes de pouvoir, elle est monumentale. Mais on en parlera à la toute fin. On est rappelé aussi dans cet épisode à quel point la puissance du dragon réincarné est aussi très 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 élevée et à des niveaux qui sont même pas compréhensibles en fait pour les Aes Sedai de cette époque-là. Donc fascinant dans cet épisode. Moghedien est absolument flippante et elle va continuer à être flippante pendant tout l'épisode en fait. On a plus tard une conversation entre Liandrin et Naomi. Liandrin qui menace de tuer Naomi pendant toute la conversation. Et celle-ci va lui avouer qu'elle a découvert où se trouve le collier, se trouve donc dans le palais de la ville, et elle mentionne aussi qu'elle a de puissants amis, et Liandrin lui dit qu'elle n'a pas besoin de les rejeter, parce qu'elle compte en devenir une, et elle tue Naomi. Et donc en sous-entendant qu'elle bossait donc pour Ravin. Ce qui est assez violent comme scène. Il y a eu une conversation aussi juste avant entre ces deux personnages, où Naomi, qui clairement était un petit peu la spécialiste de la canalisation envers le cerveau, c'est elle qui avait attaqué Verine, etc., et qui avait effacé la mémoire de la jeune fille en début de saison, lui explique qu'elle ne peut pas utiliser le pouvoir, elle, pour enlever un souvenir précis. C'est trop compliqué, et que c'était sans doute faisable à l'époque de l'âge des légendes, mais plus aujourd'hui. Ce qui est très intéressant qu'elle ait cette conversation, parce que c'est une conversation un petit peu au hasard, au milieu de la construction du personnage de Liandrin. On comprend que Liandrin, elle aimerait sans doute pouvoir oublier sa jeunesse, la mort de son enfant, etc., etc. C'est sans doute ça dont elle fait référence, et donc la conversation fonctionne très bien dans un contexte d'évolution de Liandrin. Sauf que ça revient à la toute fin quand Moghedien manipule Nynaeve et Elayne. Et j'ai trouvé ça bien qu'ils le construisent. On a vu Naomi à plusieurs reprises utiliser le pouvoir pour manipuler le cerveau, on va dire, de gens autour d'elle, mais on voit la différence, encore une fois, entre les rejetés et les Aes Sedai d'aujourd'hui. Pas du tout le même niveau, et quand Naomi dit « moi je serais... » enfin, que les Aes Sedai aujourd'hui sont pas capables d'enlever un souvenir très précis, et qu'on voit Moghedien dire « oh, vous vous souviendrez plus de ça, et vous penserez que j'ai juste pris la mauvaise porte. » À la fin, encore une fois, les rejetés sont tout à fait capables de faire ce genre de choses, aucun problème. C'est la mort de Naomi, et en parlant de la mort d'un membre de la Jet Noire, on a Ispan Sefar qui avait remarqué que Min et Nynaeve se baladaient dans la ville en posant des questions sur Liandrin, et qui avait vu Liandrin tuer Naomi, qui se fait ensuite interroger par Moghedien. Elle lui avoue tout, elle lui dit exactement tout ce qu'elle a vu, et on comprend qu'elle bossait aussi pour Ravin, et Moghedien la tue de façon super flippante. Donc sur les 7 membres de la Jet Noire qui ont fui Tar-Valon avec Liandrin, il en reste plus que 5. Elles sont éliminées rapidement quand même. Si j'étais Liandrin, j'essayerais de garder quand même quelques personnes autour de moi. Mais bon. En parlant de Nynaeve et Min, on a notre quatuor de choc qui s'habille à la mode de Tanchiko et qui s'apprête à aller fouiner en ville pour essayer de localiser soit la Jet Noire, soit le collier et les bracelets. À ce moment-là, ils pensent qu'il n'y a qu'un seul bracelet, mais ils vont apprendre plus tard qu'il y en a 2. Et le plan, c'est que Matt et Elayne vont aller jouer aux cartes et séduire des locaux dans un premier bar, et Nynaeve et Min vont aller écouter aux tables dans un second bar. En gros, si j'ai bien compris leur plan, j'adore ce petit moment où ils sont en train de s'habiller et tout ça. C'est très mignon, c'est très adorable, c'est un bon groupe de personnages qui fonctionnent bien ensemble. Et c'était un très bon moment
assez léger. On suit donc Matt et Elaine qui sont allés dans un bar et qui essayent de discuter avec des locaux, etc. Et Matt, à un moment donné, entend au loin une chanson, il entend une voix et reconnaît Tom Merrilin, le barde, le ménestrel, et il lui court après et il l'invite à aller prendre un verre avec lui, et ça fait tellement plaisir. Tous les lecteurs, et probablement tous les non-lecteurs qui ont apprécié Tom Merrilin en saison 1, on s'est tous réjouis, on a tous sauté de joie, parce que Tom est de retour dans la série, ça fait plaisir. Pour ceux qui ne savent pas, Tom Merrilin, donc on a rencontré en saison 1, donc un ménestrel, un barde, c'est un des rôles importants dans les livres. Ils l'ont introduit en saison 1, et ensuite il se fait tuer avec plein de guillemets par un blafard en saison 1, ou en tout cas, il est laissé face à un blafard en saison 1, et on le voit plus, donc on n'a pas vu depuis, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir, j'adore ses interactions avec Matt, il est très amusant, et surtout, sur les 4 personnes là qu'on a, rajouter un Tom Merrilin très, très intelligent, puisque Tom, l'une de ses caractéristiques les plus marquantes, c'est qu'il connaît la vie, il connaît les choses, il a eu une longue vie où il a fait plein de choses. Il a été à la cour de Andorre, il s'est baladé dans plein de villes, etc. Et il comprend les choses un poil mieux que n'importe qui autour de la table. Et donc ça va lui permettre d'amener un petit peu d'expérience, ce que probablement les 4 manquent un petit peu. Probablement Min est celle qui comprend mieux le monde autour d'elle, parce que Matt et Nynaeve n'étaient jamais vraiment sortis de leur campagne. Elaine, même si pour une princesse, elle a un petit peu d'expérience parce qu'elle est intéressée par la vie autour d'elle, etc. Globalement, ça reste quelqu'un qui a été protégé de partout pendant toute sa jeunesse. Et c'est pas des gens qui ont eu beaucoup d'expérience de vie, donc ça fait énormément plaisir de rajouter Tom Merrilin à ce groupe. Au passage, Matt finira par dire, très rapidement d'ailleurs, à Tom que Rand est le dragon réincarné, ce qui n'était pas, c'est pas vraiment un secret, hein. Il y a eu la tour, etc. avec le dragon, donc tout le monde est plus ou moins au courant, mais je sais pas si les gens savent son nom précisément, parce que Tom, pour le coup, il connaît Rand, donc là, il sait vraiment qui il est, et il lui dit qu'il a soufflé, donc Matt lui dit qu'il a soufflé dans le corps de Valère. Ce serait bien qu'il écoute les recommandations de Sian Sanche quand même, mais bon, il fait confiance à Tom, c'est clairement ça l'ambiance, ça me fait beaucoup rire. La discrétion n'est vraiment pas le point fort de ce groupe. On les voit tous juste discuter. Tu sais, c'est pas subtil la façon dont ils cherchent Liandrine. Tu sais, ils vont voir des gens et leur dire « T'as déjà entendu parler de Liandrine ?» Ou ils leur montrent des dessins du bracelet qui s'avérera être plutôt une bonne chose, mais vraiment, si des gens cherchaient à les tuer, ils seraient très faciles à trouver. Ça me fait beaucoup rire et ça me fait beaucoup rire. Tom d'ailleurs va aider quasiment immédiatement, un peu à contre-cœur, hein, en allant secourir Elaine qui s'est fait reconnaître comme la fille héritière de Andor, puisqu'elle a gardé son voile environ 10 secondes, parce qu'à Tanchico les gens se voilent beaucoup, mais clairement dans notre groupe ils n'ont pas gardé cette mode très très longtemps, ils sont très vite dévoilés. Et Tom va prétendre qu'elle est son apprentie ménestrel, et l'homme qui menace Elaine va demander une preuve, et donc demande à Elaine de chanter une chanson. Et Elaine accepte, et va donc aller chanter une chanson sur scène, enfin sur une table, hein, plus qu'une scène, mais bon voilà, accompagnée par Tom, et elle va chanter une chanson nommée Les Collines de Tanchico, qui est une chanson populaire et franchement grivoise, hein, et qui parle de seins. Je sais pas comment le dire autrement, ça parle de poitrine. L'intégralité du public autour de Elaine s'assure qu'on comprenne bien la métaphore. J'ai été tellement lente à la comprendre, et ce qui m'a fait rire, c'est que Elaine est très lente à la comprendre. On la voit pendant la scène, au début chanter comme si elle parlait de collines, et elle regarde le public, et elle voit toutes les madames qui pointent vers leur poitrine, et tu la vois comprendre, hésiter, et genre « Oh mince, c'est un peu quand même osé », et puis après dire « Ah, j'assume », et montrer, enfin, elle se dénude pas, mais elle met en avant sa poitrine, elle embrasse l'ambiance de gaudriole et s'amuse franchement sur scène. J'ai adoré cette scène. J'ai trouvé ça bien qu'ils acceptent que, déjà dans les livres de Robert Jordan, il y a des moments, j'ai utilisé le mot grivois tout à l'heure, oui, il y a des moments grivois qui font référence à des choses de la vie. J'essaye de garder cette vidéo visionnable par tout le monde, et donc ils ont embrassé cet élément-là qui est dans les livres, et ils ont montré aussi que c'est des jeunes gens qui s'amusent, et que si tu vas poser des questions dans un bar un peu malfamé au fin fond de Tanchico, évidemment que tu chantes pas une douce ballade qui parle de fleurs. Tu vas probablement parler de choses un peu plus osées, ou discuter ou chanter de choses un peu plus osées. C'est une scène très rigolote, c'est l'actrice qui chante et elle chante très bien, et c'est très amusant, j'ai beaucoup aimé.
J'ai réécouté la chanson en boucle parce que c'est une bonne chanson et c'était très fun. Je pense que tout le monde a apprécié ce moment. Et c'est marrant de voir Hélène s'amuser autant. Je trouve que ça aide aussi à bien comprendre sa personnalité, qui est qu'elle veut pas vraiment être la reine d'Andorre. Enfin, en tout cas, elle veut profiter le plus possible de son temps avant, parce qu'elle se doute, probablement, que son futur sera pas particulièrement fun et elle chantera pas des chansons sur les seins quand elle sera la reine d'Andorre. Dans tous les cas, elle s'amuse énormément. J'aime beaucoup à la fin, quand Nynaeve la questionne, elle dit « Non, croyez-moi, ça c'était ma façon de me mêler à la foule, de faire en sorte qu'on ne me remarque pas. C'est la meilleure façon. » Et en effet, parce qu'au moins, elle est dans l'ambiance, elle ressemble aux femmes du coin et tout ça. Très, très drôle et très sympathique scène. De l'autre côté, on a Min qui incite Nynaeve à aller boire un coup, ou deux, pour se détendre un petit peu, parce que pour l'instant, elle est très... tu repères immédiatement qu'elle est à la recherche de quelque chose, parce qu'elle est en train de regarder tout le monde à droite à gauche. Et au final, les deux finissent par pas mal s'amuser et connecter un petit peu, ce qui est bien. On n'avait pas vraiment vu ces deux personnages interagir avant. Et Min finira par avoir une vision d'un homme qui va être tué par l'un des membres du Black Aja. Elles vont discuter un petit peu avec lui et avec un autre gars un peu plus tard. Et grâce à ces discussions, elles vont apprendre où Liandrin se cache dans la ville. Donc elles sont très contentes. Elles vont aller retrouver Mat et Elaine, qui sont toujours en train de chanter. Et donc elles vont rencontrer Tom Merrilin, que Mat présente comme un ami, ce qui m'a beaucoup fait rire, parce que t'as Tom qui fait « Un ami ? Eh oh, je me suis pas engagée. Je suis désolée pour toi, Tom, hein. T'es engagé. J'espère que tu restes tout le long de la saison 3 et potentiellement la saison 4 et tout ça, parce que ça fait plaisir de t'avoir, et oui, t'es foutu. Maintenant que Mat t'a accroché, tu repartiras plus. J'espère. » Et alors qu'ils étaient tous en train de partir, ils se font arrêter par un homme qui flirtait un petit peu avec Mat au début de l'épisode, et à qui Mat avait demandé des informations et lui avait notamment montré un dessin du fameux bracelet qu'il recherche. Et il lui dit « Je sais pas où est le collier ou l'autre bracelet que vous cherchez, mais j'en ai un qui lui ressemble beaucoup. » Et il lui donne donc le deuxième bracelet. Potentiellement, il pourrait y avoir des gens qui trouvent que c'est un peu facile, que le premier bar où Mat va, et le premier gars avec qui il discute et à qui il montre un dessin d'un bracelet, immédiatement trouve un autre bracelet, et potentiellement, je serais d'accord avec vous si j'avais pas lu les livres. Et je veux pas spoiler quoi que ce soit, mais il va falloir que la série, elle mentionne quelque chose à un moment donné sur Mat. Je suis en train de réfléchir à ce que je peux dire ou pas. Disons qu'il y a une justification, c'est pas de l'écriture facile, Deus ex machina ou équivalent, on va dire, c'est juste une coïncidence et voilà, parce que c'est plus simple pour l'écriture. Non, il y a une vraie justification de pourquoi ce genre de facilité arrive à Mat spécifiquement. Ils l'ont pas vraiment mentionné. Ils ont fait des petites références dans la série, mais ils l'ont pas encore mentionné, explicité pour le moment. Il va falloir que ça arrive, parce que sinon, en effet, ce genre de scènes peuvent paraître étranges. Mais avec un peu de chance, même les gens qui n'ont pas lu les livres, je trouve que toute la séquence de la soirée, là, avec les groupes dans les bars, avec la chanson, avec Nynaeve qui boit des coups et tout ça, était tellement fun comme scène, c'était tellement sympathique comme moment, que c'est pas grave qu'il y ait cette facilité. Je mets vraiment des guillemets, j'espère que vous les voyez, les guillemets. Je mets des énormes guillemets autour de facilité, parce que c'en est pas une, mais que pour l'instant, la série n'est pas rentrée dans les explications de pourquoi ça arrive. Ça viendra, j'espère. Sauf s'ils partent dans une autre direction. C'est toujours le truc qui est étrange. C'est-à-dire que les lecteurs peuvent déduire des choses en disant « Ah, ils ont sans doute fait ça parce que ça permettra d'expliquer cet autre élément plus tard », sauf s'ils font autre chose. J'aime beaucoup les gens qui voient la série comme un autre tour de la roue. C'est-à-dire que dans la roue du temps, donc la roue tourne et donc les événements se reproduisent et donc les gens se réincarnent, etc. Et donc cette version-là de l'histoire, il y a la version des livres de Robert Jordan et de Brandon Sanderson pour la fin, et il y a la version de la série, qui est très similaire, il y a plein de similarités, mais qui est un nouveau tour de la roue et donc une nouvelle version de l'histoire. Et donc potentiellement dans cette version-là, ce que j'essaye de ne pas dire sur Mat n'est pas un élément. Peut-être qu'ils vont pas le mettre du tout, il va falloir du coup expliquer certaines choses, mais voilà, on verra. Et je pense pas, je pense qu'ils le mettront. Mais honnêtement, les lecteurs, on peut tous vous dire « Oui, vous allez voir, c'est ça qui va se passer ». En vrai, on sait pas. Parce qu'on n'a pas en tête les contraintes de production. Je pense que, de ce que j'ai pu voir des interviews, des scénaristes et notamment du showrunner, Rafe Jenkins, c'est quelqu'un qui aime beaucoup cette histoire, qui aime vraiment beaucoup cette histoire, et que s'il pouvait, il l'adapterait le plus fidèlement possible. Mais toutes les productions, toutes les adaptations ont des contraintes filmiques,
et des contraintes de budget, des contraintes de ressources globales, tu peux pas forcément, même en dehors du budget, tu peux pas forcément avoir des milliers de personnes dans certains endroits. Il y a certaines choses qui sont juste pas réalisables visuellement. On a de moins en moins de limites grâce aux effets visuels, mais si tu dois débattre de est-ce qu'on a un effet visuel moche, ou alors on enlève cet élément, peu importe l'élément en question, de l'histoire, et à la place on met quelque chose de plus facile et plus joli visuellement, qu'on pourra réaliser dans notre budget, je peux comprendre que tu débattes là-dessus. Ils ont eu des contraintes, la saison 1, elle a été interrompue par le Covid, ils ont perdu un acteur en cours de route, etc. Il est pas mort, hein, il est parti, l'autre acteur qui jouait Matt, etc. Il y a plein de contraintes de production qui font que, potentiellement, ils vont faire des variations d'histoire assez larges. Le fait qu'ils soient pas allés à Tyr en saison 3 et qu'ils soient allés au désert des Aiel plus tôt, le fait qu'il y ait certains personnages qui soient à certains endroits, etc., et pas à d'autres, il y a sans doute des raisons derrière. Certaines peuvent être juste, on pense que l'histoire sera plus compréhensible en format télévision si on prend cet angle-là. Notamment, on réduit le nombre de personnages, parce que sinon, on perd tout de suite la quantité, il y a trop de monde. Bref, je divague, mais voilà, potentiellement, moi, j'interprète quelque chose sur cette scène, parce que j'ai lu les livres, mais il y a des possibilités que c'est juste mon interprétation et que j'aurai tort plus tard. Tout ça pour dire ça. Pardon. On va continuer et on va finir donc la partie qui se passe à Tanjiko, parce que la soirée globalement a été un succès, et ils sont très heureux, ils rentrent tous donc dans leur auberge ou dans leur chambre là où ils restent, et malheureusement, le succès de cette soirée était sans compter la plus bizarre et la plus flippante de toutes les rejetées, en tout cas de celles qu'on a rencontrées pour le moment, Moghedien, qui rend visite donc à Elaine et Nynaeve, et qui va utiliser la compulsion, qui est donc une forme de tissage, de canalisation du pouvoir, pour les faire obéir. Et on retombe sur ce que je disais juste avant, Moghedien, elle est capable de manipuler le cerveau des gens de façon extrêmement précise pour leur enlever des souvenirs si elle veut, pour les forcer à obéir. La compulsion, si c'est utilisé correctement, ça vous pousse non seulement à obéir, mais à vouloir obéir. Vous voulez faire la chose qu'on vous a ordonné de faire, et vous êtes prêt à tout pour y arriver, et ça peut durer jusqu'à la fin de votre vie, jusqu'à ce que vous ayez fait cette chose, et si vous n'arrivez pas à le faire durant votre vie, ça dure tout le temps, ça s'arrête jamais. Sauf si t'enlèves le tissage, mais c'est très très flippant, et j'ai adoré la façon dont ils l'ont montré, parce que de voir qu'on a donc Elaine et Nynaeve. Elaine, elle sait utiliser le pouvoir, Nynaeve elle est bloquée, mais Elaine elle est capable, et le fait qu'il n'y a même pas eu une demi-seconde de résistance, elles étaient immédiatement chopées par Moghedien, et c'était tellement flippant, et elles avouent tout, elles racontent tout qu'elles savent à Moghedien, notamment le fait qu'il y a un deuxième bracelet, et qu'elles ont le deuxième bracelet, et il y a une scène que j'ai adorée. Nynaeve va chercher le bracelet et lui donne, et on la voit résister, et on voit la tête de Moghedien qui est à la fois, c'est impressionnant, et à la fois vénère, et à la fois fascinée. J'ai adoré, et le fait que Nynaeve résiste, c'est très 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 impressionnant. Ça prouve non seulement la force de son pouvoir et de son caractère, pas surprenant pour Nynaeve. Ça lui permet pas de résister vraiment, mais ça lui permet pas de garder le bracelet pour elle, qui est sans doute une bonne chose, parce que sinon Moghedien les aurait sans doute tués, mais cette scène, et le fait que Nynaeve sourit quasiment pendant toute la scène, son sourire disparaît à un moment donné, mais cette espèce de regard fixe avec un sourire, et avec Elaine à côté qui les regarde, c'était tellement flippant cette scène, c'était excellent, mais flippant, et Moghedien est terrifiante. Cette saison, Moghedien, elle est... Voilà, c'est le meilleur mot que je peux vous donner. Il y a un truc aussi qui est intéressant avec la compulsion, enfin intéressant, ça reste flippant, hein, mais c'est que si on te demande, en utilisant la compulsion, des choses, tu vas avouer tout ce que tu peux avouer, y compris les choses que toi, t'as même pas toi-même compris ou analysé. Et donc, quand Moghedien demande à Nynaeve pourquoi est-ce que tu es bloqué, pourquoi t'arrives pas à utiliser le pouvoir, Nynaeve lui donne une réponse très honnête. Elle lui dit qu'elle a peur de ce pouvoir en elle, de cette puissance, etc. Et je pense pas que Nynaeve, à ce moment-là dans la série, elle ait compris ça réellement elle-même. Elle va pas se souvenir de cette conversation, je pense pas, mais j'ai trouvé ça bien, parce que c'est la première fois qu'on nous met en avant cet aspect-là, et c'est horrible que ça arrive comme ça, mais c'est tellement intéressant pour ce personnage qui est ultra puissant, c'est l'une des plus puissantes Aes Sedai, elle est que acceptée à ce stade-là, mais c'est l'une des plus puissantes Aes Sedai qui existe, si on prend pas en compte les rejetés ou Rand, et elle est pas capable
d'utiliser ce pouvoir parce que ça l'a fait flipper. Et j'adore cet aspect-là de l'histoire. J'aime beaucoup la façon dont il le présente dans la série. Et j'ai beaucoup aimé qu'à ce moment-là, forcée par Moghedien, elle dise de façon aussi claire et évidente « Oui, ce niveau de puissance me terrifie en gros ». Et j'ai trouvé ça génial et flippant. Et du coup, la journée est plutôt un désastre. Et en parlant de journées qui vont finir dans le désastre, on va aller faire un tour dans le désert des Aiels. J'espère que vous appréciez ces transitions magnifiques. Et chez les Aiels, on commence avec une conversation entre Moiraine et Lanfear dans le monde des rêves, où on comprend plus ou moins qu'elles continuent à bosser ensemble donc depuis Tar Valon, même si Moiraine a gardé Lanfear autant à distance que possible depuis Ruidan, parce qu'elle flippe Moiraine. Et ce qui est logique, hein, elle a vu Lanfear la trucider environ 5000 fois, donc flip. Il y a deux choses que Lanfear mentionne. Un, elle mentionne qu'elle a demandé à Moiraine, donc dans le passé, de garder Egwene à distance de Rand. Et Moiraine a mentionné le fait que c'est pas si simple. En gros, qu'elle essayait, mais que c'est pas franchement évident. Et ensuite, Lanfear dit qu'elle prépare une surprise pour Rand. Et elle dit à Moiraine de laisser Rand gérer seule cette surprise. Le fait que Moiraine et Lanfear continuent à bosser ensemble, je vais dire du mal de Rand à un moment donné dans cet épisode, hein, pas que. J'ai passé toute la vidéo précédente à expliquer pourquoi je comprenais, pourquoi je pardonnais Rand de plein de trucs. À un moment donné dans cette vidéo, on va quand même dire du mal de Rand, parce que c'est quand même un idiot. Mais son côté, je suis en flip qu'on me manipule. Je fais pas confiance à Moiraine. Il fait malheureusement confiance à Lanfear, ce qui est une idiotie sans nom. Mais oui, comment tu veux le blâmer quand Moiraine, elle bosse avec Lanfear? En vrai, c'est dingue. En vrai, c'est dingue. Mais on comprend que Moiraine est clairement... Disons que l'attitude de Moiraine face à Lanfear dans le premier épisode de la saison 3 à Tar Valon était un peu plus confiante et défiante que là, ce qu'elle est. Là, dans le rêve, déjà, elle a pas de pouvoir dans les rêves, Moiraine, donc ça doit pas la rassurer franchement. Mais surtout, on sent que Ruidan l'a ébranlée beaucoup, ce qu'on comprend, hein, elle a compris qu'elle allait devoir mourir, etc. Et que, Lanfear l'a fait flipper, qui est probablement intelligent. Il faut craindre Lanfear beaucoup, je pense. J'ai bien aimé cette scène, et ces deux femmes sont impressionnantes, même si Moiraine est en flip. Elle reste impressionnante. Du côté d'Egwene, les matriarches essayent toujours de lui apprendre à gérer ses rêves, notamment ses propres rêves, parce que c'est différent quand tu es dans le Tel'aran'rhiod, qui est le monde des rêves, et ton propre rêve à toi. Et donc les matriarches lui expliquent que dans son rêve à elle, elle devrait avoir le contrôle. Donc elle devrait avoir le contrôle même sur quelqu'un d'aussi puissant que Lanfear, et elle devrait pouvoir la bannir de son rêve. Mais Egwene n'y arrive pas encore, c'est facile de dire... Vous savez, c'est comme quand t'as beau savoir quelque chose... Moi par exemple, j'ai le vertige. J'ai beau savoir que je vais pas tomber, parce que je suis en sécurité là où je suis, il n'y a aucune raison, machin, etc. Je suis quand même en flip et j'ai quand même... Et je pense que c'est un peu ça on a beau te dire, dans ton rêve, c'est toi qui contrôles. Si tu es plus puissante que Lanfear, si tu décides que t'es plus puissante que Lanfear, tu es plus puissante que Lanfear. Si tu décides qu'elle n'est pas là, elle n'est pas là. Tu as beau le savoir d'un point de vue connaissance, il y a une différence entre savoir quelque chose et le croire profondément en soi, suffisamment pour que ça devienne vrai dans le rêve, je pense. Je sais pas si ça a du sens ce que je raconte, mais j'arrive à comprendre comment ça peut être quelque chose de difficile à réaliser. Je trouve que la scène était assez intéressante. Ce que j'ai trouvé assez flippant et bien fait, c'est que on voit les matriarches disparaître et on voit que Egwene se dit « Oh, j'ai réussi à les faire partir par ma propre volonté ». Et moi, quasi immédiatement, je me suis dit « C'est pas elle qui l'a fait ». Et on voit Egwene qui fait la même démarche environ une demi-seconde plus tard de « Ou alors, c'est pas moi qui l'ai fait ». Et elle disparaît et elle se fait attraper par Lanfear, évidemment, donc qui l'amène dans un autre rêve. Et Lanfear qui vient lui mettre dans sa tête le fait qu'elle a vu Rand et elle ensemble. Et Lanfear lui dit que Rand est au courant non seulement que c'est une rejetée, mais aussi elle lui dit qu'il est au courant pour les sessions de torture d'Egwene, ce qui est évidemment faux. On l'a vu un petit peu dans la série, et on va en discuter à la fin quand on va parler de la discussion entre Egwene et Rand, mais Rand, et dans le livre on le voit beaucoup, Rand, l'idée que les gens autour de lui, les gens qu'il aime, souffrent à cause de lui, pas forcément à cause de lui, mais parce qu'il est qui il est, ça lui fait horreur. Il ne peut même pas, c'est un des pires trucs qu'il a en tête tout le temps, il déteste ça, et évidemment que Lanfear ne lui a pas dit qu'elle torturait Egwene. Parce que si
il avait eu... Et d'ailleurs, on le voit, la conversation après, elle est interrompue par Samael, du coup, on n'a pas eu la fin de cette conversation, mais je suis persuadée que si le sujet revient, potentiellement il va revenir, surtout si la conversation avait continué, Rand aurait pété un plomb. Lanfear joue des jeux psychologiques assez pervers, et clairement ça lui plaît de faire du mal à Egwene, et c'est assez horrible. Et ça fait du mal, parce que moi j'aime beaucoup le personnage d'Egwene, mais cette actrice qui joue Lanfear est tellement bonne dans son rôle, et ouais, à chaque fois qu'elle est là, je suis triste pour les personnages, je suis contente pour la performance et l'appréciation que je peux avoir de cette performance. Particulièrement exceptionnelle, l'actrice qui joue Lanfear. Egwene réussit quand même à se réveiller de justesse, alors que Lanfear était en train de l'étrangler, hein, comme d'hab, et donc ça se passe pas très bien, cette formation au monde des rêves. Pendant ce temps-là, Rand visite le potager, notamment là où la petite fille de Rhuarc, Alcera, fait pousser ses fameuses courges, et les deux ont une adorable conversation. Alcera est très mignonne, j'adore qu'à chaque fois qu'elle parle à Rand, elle l'appelle Rand Altor, elle utilise toujours son nom complet, ce que je trouve très mignon, et on va tous profiter ensemble du fait que Rand sourit dans cette scène et semble profiter un peu de la vie de façon positive, parce que quelque chose me dit que ça ne va pas beaucoup arriver dans la suite de la saison, de la suite de la série, dans la suite de sa vie, pour plein de raisons diverses. Donc ça fait plaisir, il est tout sourire, tout mignon, et la scène est adorable. C'est très joli aussi le coin, c'est assez intelligent la façon dont ils ont montré comment les Aiel réussissaient à faire pousser des légumes dans le désert. Et on voit que Rand a appris pas mal de la culture Aiel, parce qu'il comprend notamment la notion de taux, qui est une notion d'honneur et d'obligation, qui est très très importante chez les Aiel. Et on voit Aviendha qui est quasiment fière de lui, et c'est très mignon comme scène, et ça prouve que Rand, même s'il est têtu et qu'il râle sur Aviendha, qui essaye de lui apprendre, même si elle non plus n'est pas très heureuse, les choses et tout ça, il écoute et il a envie de participer, il a envie de comprendre ce peuple, qui est censé être son peuple. Donc c'était très très mignon. Et ouais, ça nous montre aussi à quel point les Aiel sont jeunes quand ils commencent à apprendre à utiliser des armes et tout ça, c'est important chez les Aiel de savoir se battre. Et plus tard, on va voir Rand et Moiraine qui vont avoir une conversation, et on comprend que c'est la première conversation qu'ils ont depuis Rhuidan, qui était clairement il y a quelques jours en tout cas, peut-être une semaine. Et par contre, la conversation, elle est très très importante. Et je crois, corrigez-moi si j'ai tort dans les commentaires, parce qu'il faudrait que je revoie toute la saison 1 notamment, parce que la saison 2, je suis quasiment sûre qu'ils en parlent pas. Mais je crois que c'est la première fois dans la série où on a un petit peu d'explications détaillées sur les différences entre la source des hommes, le saidin, et la source des femmes, le saidar. Je me demande même si c'est la première fois qu'on les nomme, saidin, saidar. Je suis pas certaine, mais on voit donc Moiraine qui parle du Sarkanen, le terrain de Gréol qu'on a vu utiliser dans l'épisode précédent, et elle dit qu'elle sait pas comment, qu'elle n'arrive pas à l'utiliser sans se faire submerger par le pouvoir de l'objet, et Rand lui parle de pas se laisser faire et de le contraindre, de forcer l'objet à obéir, en gros, on va dire, c'est pas vraiment ça les mots qu'ils utilisent, mais c'est plus ou moins ça que ça veut dire. Et Moiraine lui dit non mais quand les hommes et les femmes puisent dans la source du pouvoir de l'unique, c'est pas la même chose. Et donc en gros, les femmes qui utilisent donc le saidar, elles doivent embrasser la source, elles doivent se soumettre au saidar et guider le flux de pouvoir. C'est comme une rivière douce mais très puissante que tu canalises. Chez les hommes, donc le saidin, c'est plutôt un torrent furieux et puissant, une force sauvage que tu dois contraindre par la force de la volonté, ou sinon il t'embarque. Et Rand explique notamment qu'il lutte en permanence pour ne pas se faire submerger. Et donc il lui propose d'avoir cette approche-là pour gérer donc ce terrain Gréal. Et c'est assez intéressant que Rand mentionne le fait que potentiellement les Aes Sedai comprennent pas le pouvoir de l'unique. Ou en tout cas ne comprennent qu'un petit bout, et que la façon dont elle s'approche l'utilisation du pouvoir n'est peut-être pas la bonne, ou n'est peut-être pas la seule façon de le faire, que je mentionnais un petit peu avant dans ma vidéo précédente, quand on a rencontré le peuple de la mer, ou même les Aiel, qui ont une approche un petit peu différente. Cela étant dit, je vais mentionner un tout petit truc que... Pas que ça me pose problème, c'est juste ça m'interroge sur la façon dont Robert Jordan a explicité les pouvoirs. Les femmes doivent se soumettre au pouvoir, là où les hommes doivent contraindre et forcer le pouvoir. C'est un des trucs dans La Roue du Temps, quand je lis les livres, et j'ai pas tout lu, j'ai pas lu la fin encore de l'histoire, je vais le faire à un moment donné, mais... Donc potentiellement, ça évolue avec les livres, mais j'en ai lu assez pour avoir eu... J'en ai lu 6, j'en ai lu 7, donc j'ai une bonne idée de la façon dont
Robert Jordan expliquait le pouvoir, en tout cas dans la première moitié de l'histoire. Il y a un côté, les femmes doivent se soumettre au pouvoir, les hommes doivent utiliser la force, qui m'embête un petit peu, parce que je trouve que ça reflète un petit peu les clichés, on va dire, sur les hommes et les femmes. Et c'est un truc qui a beaucoup dans La Roue du Temps. Et c'est un truc qui, des fois, peuvent repousser les gens. J'ai souvent eu cette conversation sur le fait que c'est très binaire, La Roue du Temps, que les femmes ont un certain rôle et les hommes ont un certain rôle. Mais là où moi je défends un petit peu les livres de Robert Jordan, même si ça peut être un peu difficile, c'est que je trouve que les livres, et je pense que la série fait la même chose, potentiellement de façon un peu plus directe dans la série, en tout cas plus rapidement, en fait essaye de montrer que c'est pas comme ça que ça devrait être. C'est-à-dire que actuellement c'est ça l'idée qu'on a, mais qu'en vrai, il faudrait évoluer. Dans les livres, on a plein de personnages, en dehors de l'utilisation des pouvoirs, on a plein de personnages qui ne rentrent pas dans le carcan féminin ou le carcan masculin qu'on leur donne, et dans cette représentation ultra binaire du monde qui existe dans La Roue du Temps. Quand t'arrives, tu lis le premier bouquin de La Roue du Temps, les femmes ont un certain rôle, les hommes ont un certain rôle, ils vivent pas séparés, mais c'est-à-dire qu'ils ont des rôles très très déterminés. On a le groupe de garçons de Deux-Rivières, de Champ-des-Monts, qui comprennent pas trop les filles, etc. Il y a certaines visions un peu clichés qu'on peut avoir sur les relations hommes-femmes, on va dire. Mais j'ai l'impression que l'objectif, entre autres, en plus de raconter une grande histoire épique et passionnante sur plein de sujets, l'un des objectifs, c'est aussi de montrer comment, même si en apparence tout est très binaire et divisé, c'est bien moins clair que ça et tout se mélange un petit peu et les choses ne sont pas aussi carrées qu'elles en ont l'air. Du coup, quand on explique pour le saïdar, donc le pouvoir qu'utilisent les femmes, elles doivent se soumettre. J'aime pas beaucoup ce mot, j'avoue, j'aime pas beaucoup ce mot, mais je pense que, et j'aime le fait que Rand, ici, dise « Je pense que vous, les Aes Sedai, vous comprenez pas tout », et il dit à Moiraine « Ne te soumets pas ». Et j'aime bien cet aspect-là. Peut-être que j'ai tort, c'est mon analyse à moi, et comme je disais, j'ai pas encore lu tous les livres, donc peut-être que la fin de l'histoire me prouvera que j'avais tort, et que on conclura l'histoire en disant « Bah non, les femmes, elles ont un rôle, les hommes, ils ont un rôle, vous avez votre pouvoir d'un côté, le pouvoir de l'autre de l'autre côté, et c'est tout, et on grandit pas par rapport à ça, ce qui serait dommage, ça empêcherait pas l'histoire d'être une histoire intéressante, mais c'est une vision que moi je trouve moins intéressante que d'avoir un peu plus de fluidité dans les genres et dans les rôles qu'on attribue à chacun, et dans la magie, dans un monde magique, bref. Voilà, tout ça pour dire que comme je voulais rappeler qu'était le Saïdin et le Saïdar, puisque c'est mentionné dans cette scène, et que je savais que j'allais devoir, puisque c'est le mot qui est utilisé à répétition dans les livres, j'allais devoir utiliser le mot soumettre, et que j'aime pas ce mot quand on parle de femmes. Mais j'aime pas ce mot en général, quand on parle des hommes, je veux pas qu'ils se soumettent non plus. Je veux pas que personne se soumette. Bref, tout ça pour dire que oui, les femmes, elles se soumettent, je le jure, se soumettent au saïdar et elles le guident. Et c'est un peu ce qu'avait dit d'ailleurs la femme des peuples de la mer à Nynaeve, et c'est l'un des problèmes de Nynaeve. Nynaeve, elle se soumet pas du tout à personne. Et quand on lui dit, tu dois lâcher prise et te laisser aller dans le saïdar, enfin pas dans le saïdar, mais avec le saïdar et le guider, le canaliser, elle a beaucoup de difficultés. Rand, ce qui est intéressant sur la partie masculine du pouvoir, c'est que, ouais, il doit le combattre en permanence. Il doit résister en permanence pour pas l'utiliser et pour pas sombrer dedans la tête la première. Et on le voit à ce moment-là perdre un tout petit peu contrôle parce qu'il veut faire une démonstration à Moiraine, plus ou moins. Et c'est intéressant puisque ça va faire écho à la scène finale, évidemment. Et il est flippant, Rand, de temps en temps. On commence à comprendre, la série commence à nous montrer peu à peu la puissance qu'il est capable de gérer. Et il est très 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 puissant. Cette scène était excellente. J'ai déjà dit que j'adorais ces acteurs, mais oui. Je trouve que l'acteur qui joue Rand, on lui a pas encore donné énormément de choses à faire, et cet épisode était excellent pour lui. Il a plein de choses à faire, on le voit tout joyeux et joueur avec Alcera dans le verger, avec les courges, etc. On le voit discuter avec Aviendha de façon fun et rigolote. On le voit avoir une discussion très sérieuse avec Moiraine, où il nous explique qu'il est tout le temps en train de résister face au pouvoir, etc. Et ensuite, on a évidemment cette discussion-là avec Egwene, qui était la discussion qu'on attendait depuis le début de l'épisode. Je me suis demandé même s'ils allaient la faire, la conversation. J'étais surprise que c'était pas la scène 1 de l'épisode. Mais clairement, Egwene a pris 5 minutes pour souffler, pour aller passer du temps avec les matriarches et essayer de continuer à repousser Lanfear, ce qu'elle n'arrive toujours pas à faire. Et elle va enfin aller confronter Rand. Et là, c'est la partie de la vidéo où je dis enfin du mal de Rand. Parce que Rand, je l'ai beaucoup défendu. Mais Rand, j'ai aussi dit ça déjà avant, mais c'est un idiot. Il est bête des fois. Et son attitude par rapport à Lanfear est profondément bête. Et ça arrive, des fois on a des personnages principaux qui font de la merde. Il est très injuste dans la conversation qu'il a avec Egwene. Déjà parce qu'il s'excuse pas, parce que peu importe
Même si tu t'es senti pas inclus dans ton couple, même si tu as eu l'impression que ta partenaire s'éloignait un petit peu parce qu'elle était préoccupée par apprendre à utiliser un pouvoir super intéressant et super important, qui potentiellement t'aidera à ne pas mourir à la fin du monde, mais bon bref, peu importe. Même si tu as ressenti tout ça, le fait que tu aies trompé ta partenaire n'est pas justifiable en fait. Tu dois quand même t'excuser. Tu peux discuter, etc. Mais tu dois t'excuser, t'as fait une erreur. Tu l'as trompé, tu lui as menti, etc. Donc déjà, de base, Rand, excuse-toi. Deuxièmement, j'ai pas aimé le fait qu'il ramène le problème à lui. C'est-à-dire qu'il dit à Egwene, et là-dessus il a raison, que Egwene a toujours voulu plus. Que ce soit à Deux-Rivières ou ici, elle voulait plus que juste être la femme de Rand, une bergère et une tenancière d'auberge à Deux-Rivières. C'était un peu petit comme ambition par rapport à ce que Egwene elle rêvait de faire. Mais c'est pas par rapport à lui. Lui il dit « Ah, j'ai jamais été assez moi, même maintenant que je suis le dragon réincarné, je suis pas assez. » Mais oui, mais parce que ça te concerne pas. C'est pas par rapport à ce que Rand. Je pense qu'elle aime Rand, et que ça lui pose pas de problème que lui, même s'il était resté un petit berger au fin fond de Rivière, qu'elle voulait c'est plus pour elle. Elle voulait pas être tenancière d'une auberge. Elle voulait être une Aes Sedai, elle veut être la siège de Merlin, elle a des ambitions très très grandes, et quand elle rencontre les matriarches, oui, évidemment, apprendre à contrôler le monde des rêves, surtout quand ça fait plusieurs épisodes que tu te fais torturer par quelqu'un dans tes rêves, et que tu souffres de ça, évidemment que ça va ça va te préoccuper et que d'un coup, tu vas pas passer beaucoup de temps avec ton petit copain et que tu vas vouloir aller apprendre pour contrôler. Et oui, elle a des ambitions qui faisaient qu'elle ne prêtait sans doute pas assez d'attention à Rand. Ça, y a pas de souci. Je l'accorde à Rand. Mais en aucun cas ça justifie de tromper quelqu'un. Tu peux avoir la conversation. Tu peux lui dire « Hey, j'aimerais bien que tu passes un peu de temps avec moi et que j'ai un peu plus d'importance à tes yeux par rapport à ton ambition, par exemple. » Mais aller tromper quelqu'un, non. Deuxièmement, quand Egwene lui dit « Mais c'est une rejetée, mec !» Il a pas de justification, il vient pas lui dire « Non, mais on a eu une discussion, en fait, elle veut plus vraiment être avec le ténébreux, blablabla. » Non, rien du tout, c'est une rejetée. Et c'est ça le problème, en fait, presque plus le fait qu'il la trompe. Même si c'est pas cool, c'est une méchante, pour être caricatural. C'est une psychopathe qui a tué des tonnes de gens. Et accessoirement, c'est la rejetée qui a libéré le ténébreux. Pas juste une rejetée au passage, comme ça, au pif. Et ouais, le fait qu'il approche pas du tout, qu'il explique pas du tout cet aspect-là de la trahison, on va dire, c'est inacceptable. Je trouve Egwene pas juste non plus quand elle utilise la folie pour le justifier, parce que là, il est pas fou. Il va le devenir plus tard un petit peu. Mais là, il est pas en train de perdre la tête. Il est juste idiot et bête. Et c'est pas juste de la part de Egwene d'utiliser sa potentielle folie à venir comme « si tu me trompes, c'est juste parce que t'es fou ». Non, ça, c'est pas juste non plus, donc là-dessus, point Rand. Mais Egwene, elle a genre 15 points. Conversation, je vous jure. Et moi, j'ai passé la majorité du temps, quand je regardais cette conversation, déjà, oui, je suis du côté d'Egwene dans la conversation, parce que elle a raison et il a tort, Rand. Mais surtout, moi, j'ai regardé l'écran et je disais « Egwene, dis-lui qu'elle te torture, dis-lui qu'elle te maltraite dans tes rêves, qu'elle vient et qu'elle t'étrangle, et que c'est une psychopathe. » Et j'ai cru qu'ils allaient pas le faire, et ça m'aurait énervé, j'aurais gueulé. Heureusement, Egwene dit à Rand ce que Lanfear lui fait subir, et on voit la tête de Rand. Et je vous dis que j'aurais aimé que la scène se continue juste pour voir la réaction complète de Rand. Et potentiellement, on le verra dans le prochain épisode, ou en tout cas la prochaine fois que Lanfear et Rand vont avoir une conversation. Ça devrait être une conversation différente des précédentes. Et ce moment était brisant, il m'a brisé le cœur. Parce que, pas spoiler du livre, maintenant du coup c'est plus un spoiler du livre. Dans le livre, ça fait très longtemps qu'ils sont séparés à ce stade-là. Ils sont ensemble au début du premier livre, et puis, je sais plus quand est-ce qu'ils se séparent, mais ils vivent leur propre romance, l'un et l'autre séparés, ils sont plus ensemble. Donc, je trouve ça intéressant que la série parte dans une autre direction, les laisse ensemble, ou en tout cas les remette ensemble après la fin de la saison 2. Mais la série a passé aussi beaucoup de temps à nous montrer à quel point, en effet, il ne fonctionne plus. Le côté ambitieux de Egwene, qui n'est pas un aspect négatif de personnalité, tu peux être ambitieux dans ta vie, ou ambitieuse dans ta vie, c'est pas un problème. Mais si en face de toi, tu as quelqu'un pour qui c'est pas une priorité, potentiellement ça peut clasher, ça peut vous empêcher d'être en couple. Pas de problème. Et dans la vidéo précédente, j'ai passé beaucoup de temps à expliquer pourquoi je pense qu'en effet, dans la série, dans la version de la série de ces deux personnages, je pense qu'ils ne fonctionnaient plus. Et que donc, la rupture était inévitable. Donc oui, là, c'est clairement la fin de cette relation. Mais je pense que ces deux personnages s'aiment et vont continuer à s'aimer, et j'espère, et à se soutenir dans le futur. Parce que tu peux ne pas être en couple et te soutenir et être amical et avoir tout ça. Et j'espère que
la séparation va leur permettre d'être plus proches et de fonctionner mieux ensemble. Parce que t'as pas besoin d'être en couple pour être une bonne relation. Bref. Excellente scène, les deux acteurs sont très très bons, il y a des émotions, on les voit pleurer pendant qu'ils s'engueulent, donc encore une fois, on ressent qu'ils s'aiment ces deux gens. Juste, c'est la fin de ce moment-là pour les deux. Et au moment où Rand apprend que Lanfear torturait Egwene, ils se font attaquer par Samael et par un groupe d'Aiel qui sont probablement des suppôts des ténèbres, hein, et Samael, donc qui est un rejeté. Mais si vous vous souvenez bien, Lanfear a dit que c'était le plus faible des rejetés. Alors ça pouvait être juste une insulte, parce que Lanfear, elle a tendance à insulter les gens, mais disons qu'il va se faire tuer un peu comme un minable. Mais bon, c'est un détail. Il attaque, Egwene et Rand sont envoyés voler dans un coin de la maison dans laquelle ils sont. Aviendha vient leur porter secours. Cet épisode était vraiment bon. Cet épisode était vraiment bon parce qu'il y a des moments de personnages exceptionnels, de conversation, la conversation d'Egwene et de Rand dont on vient de voir, la conversation avec Moiraine qui est exceptionnelle, la conversation de Perrine et Faïl que j'ai beaucoup aimé, et Elaine qui chante. Excellent en termes de construction de personnages et de moments sympathiques et intéressants en termes de lore, etc., etc. Et puis ensuite ça dure pas très longtemps, et ensuite on va sur des trucs moins fun. L'un des moments les plus cool de l'histoire de la télévision, où on a Aviendha qui maintenant utilise le pouvoir, et qui se bat avec des lances enflammées comme une badass. On voit pas grand chose, ça dure pas très longtemps, j'aurais aimé que ça dure 1 heure. Mais ouais, dans cette série, on a des magiciennes qui se battent avec des lances enflammées. Pourquoi il y a des gens qui regardent pas cette série? Comment vous pouvez ne pas regarder cette... J'imagine que si vous regardez cette vidéo, vous regardez la série. Mais vous imaginez, il y a des gens qui regardent pas cette série. Alors qu'on a ce genre de scène trop classe. Ils passent à côté de quelque chose, les gens. C'était excellent. Elle se bat, elle repousse un petit peu Samael, pas beaucoup, hein. On s'entend, Samael, il est faible pour un rejeté, face à quelqu'un comme Rand. Si Rand n'avait pas été là, Moiraine, Egwene, Aviendha, ils auraient galéré face à Samael. Potentiellement, il y en aurait plusieurs qui seraient morts, voire tous. Samael reste un rejeté quand même. C'est juste que là, il faisait face à Rand. J'ai adoré le fait quand il arrive, ils disent « Ah, Lustérine, t'es devenu faible ». Les rejetés ont tendance à penser parce que Rand est un fermier qui veut protéger les gens autour de lui et qui veut pas gouverner le monde d'une main de fer. Ils pensent tous, presque tous, qu'il est faible. Rand n'est pas faible. Preuve numéro 1. Il reprend ses esprits, il attrape le pouvoir, et il se retient pas vraiment cette fois-ci, et... ouais... C'est pas pour rien que les gens veulent le dragon réincarné de leur côté, et ils sont prêts à beaucoup de choses pour convaincre Rand, parce que le dragon réincarné, on l'a pas vraiment vu jusque-là, mais c'est la personne avec le plus de pouvoir, point. Et oui, c'est des gens du type Moiraine, qui pourtant est super forte, hein. À côté, c'est ridicule. Et ça, tout le cœur de l'histoire, pour Rand, en tout cas, il y a plein d'histoires autres, mais le cœur de l'histoire, c'est que je crois que l'acteur l'a comparé à une bombe atomique. Le dragon réincarné, c'est une bombe atomique sous la forme d'un humain, et que tout ce qu'il va faire après cette scène-là, ça va être essayer de gérer quand est-ce que je dois utiliser mon pouvoir super balèze qui peut tuer des gens de partout, et quand est-ce que je ferais peut-être mieux d'éviter parce que je vais tuer des innocents. Il pense pas tout de suite aux innocents à ce moment-là, hein, parce que il est énervé sans doute par la conversation qu'il a eue avec Egwene, parce que Samael essaye de le tuer, a essayé de tuer Egwene et a essayé de tuer Aviendha, et que là, il pense plus vraiment avec son cerveau, il pense plus avec grand-chose, il pense plus. Point. Il tue Samael, immédiatement, et au passage, il fait effondrer la maison dans laquelle il dormait, et il se trouve que dans cette maison dormait aussi la petite Alcera, donc la jeune fille qu'on a vue précédemment. Et Rand va aller la récupérer au milieu des ruines de la maison, et il va essayer de la soigner. Vous entendez encore une fois, j'espère, les guillemets autour de soigner. Tu ne peux pas soigner quelqu'un qui est mort dans la roue du temps. Elle est morte, il n'y a pas de retour en arrière, même pour le dragon réincarné. Et cette scène, elle est horrible, elle est magnifiquement jouée par tous les acteurs, mais principalement évidemment par l'acteur qui joue Rand. Et on le voit hurler, il parle des prophéties qui disent qu'il doit apporter la destruction et la création, et donc ça devrait justifier qu'il puisse ramener à la vie Alcera, mais elle est morte, et il l'a tuée, c'est-à-dire que Samael, quand il a attaqué, il a un petit peu détruit le rez-de-chaussée, mais clairement, les gens qui étaient à l'étage devaient être encore tous vivants, elle devait être encore vivante, et elle est morte quand la maison s'est effondrée. Et ça, c'est Rand qui l'a fait. Et quoi qu'il fasse maintenant, il ne pourra pas la ramener. Et ce moment-là, il arrive aussi dans les livres,
à un endroit différent, dans un contexte un petit peu différent, mais globalement, la conclusion est la même, qui est, si t'es à proximité de Rand, ta vie est en danger. Parce que tu vas te faire attaquer par les rejetés, ou par les suppôts des ténèbres, quasiment en permanence, par des capes blanches, par plein de gens. Parce que quand Rand utilise le pouvoir, ça devient extrêmement dangereux s'il utilise vraiment beaucoup de pouvoir, et parce que comme il l'a dit, c'est difficile de contrôler. On parlera aussi évidemment plus tard de la potentielle folie qui le menace. On le voit un petit peu quand il hurle sur la photo précédente, où il est en train de rire. Ce moment est glaçant, d'horreur, et on voit d'ailleurs Moiraine qui le regarde, horrifiée. Et la folie qui attaque, on va dire, tous les hommes qui utilisent le pouvoir, elle est progressive, et plus ils utilisent le pouvoir, plus elle s'installe, on va dire, et Rand, il en est pas encore là. Mais on voit ce que ça pourrait être, on voit ce que ça peut amener, et c'est terrifiant, et je pense que ce moment-là va changer ce personnage-là à jamais. Et je pense que ce moment-là, plus Lanfear, plus ce qu'a fait Lanfear, ce que maintenant il sait qu'a fait Lanfear sur Egwene. Donc là, à cause de lui, même si tu pourrais le justifier, tu pourrais lui dire que c'est pas de sa faute à lui, il a pas choisi d'être le dragon réincarné, il a pas choisi, il s'est fait manipuler, etc. Mais à cause de lui, la femme qu'il aimait, comme amie, comme petite amie, peu importe, c'est une femme qu'il aimait, Egwene, s'est fait torturer à répétition. Et une enfant qu'il aimait aussi. Même s'il n'a pas passé beaucoup de temps avec elle, mais une enfant innocente, qui avait rien demandé à personne, vivait juste sa petite vie tranquille, s'est fait tuer, par sa faute. En tout cas, je suis persuadée que c'est comme ça qu'il le voit, et qu'il le verra jamais autrement. Et la série a réussi à la perfection à nous donner ces impressions-là, à nous faire comprendre ce que ressent Rand à ce moment-là. L'acteur était très bon, et c'est très bien filmé. Le pouvoir autour de lui, c'est vachement intéressant. J'aurais probablement aimé que la scène soit un peu plus claire, mais c'est principalement parce que ça aurait facilité le fait que je prenne des screenshots pour ces vidéos. C'est juste moi qui me plains. C'est normal que ça se passe la nuit, y a pas de problème, et quand je regarde sur ma télé, j'ai pas de problème, mais voilà. Et quelle scène magnifique et tragique de fin, j'étais horrifiée. Et pour Rand, pour cette gamine et tout ça, oh, quel épisode. Parce que, oui, évidemment, c'est la fin de l'épisode, et je pense que ça marque un tournant dans l'histoire de la Roue du Temps. Pour Rand, en tout cas, et comme Rand reste le personnage central de cette histoire, ça marque un tournant pour l'histoire. Et j'ai beaucoup aimé, dans le même épisode, on ait les collines de Tanchico, Elaine qui chante une chanson grivoise, le retour de Tom Merrilin, qui sont des moments très fun et sympathiques, Perrine qui embrasse une fille, et encore une fois très léger et tout ça, et dans les trois cas, ça se finit très très mal. Perrine, il y a une armée qui débarque, et c'est bien plus grave que juste les quelques capes blanches qui les faisaient chier, une vraie armée de Trollocs qui débarque, et qui va attaquer de rivière. Elaine et Nynaeve sont devenues la cible de Moghedien, elles ont perdu le bracelet, et c'est vraiment la merde. Et évidemment, Rand a perdu toute innocence qu'il pouvait avoir quand Alcera est morte. Et dans les trois cas, ça a commencé de façon tellement légère, et c'est fini de façon tellement tragique. Excellent épisode. Magnifique. Vraiment, j'ai adoré l'épisode de bout en bout. Il y avait un truc que je voulais mentionner. C'était un pinaillage. Je sais pas pourquoi les armées des Aiel, Ruark et compagnie n'ont pas débarqué à la fin. Quand Sammael débarque, clairement, ils ont ouvert un portail, machin, y a pas de souci. Mais au moment où il est en train d'essayer de réanimer Alcera, j'aurais imaginé qu'on aurait eu plein d'Aiel qui auraient débarqué, et c'est un peu étrange qu'ils soient pas arrivés. C'est un détail. J'étais en train de dire à quel point l'épisode était excellent. Il est excellent, l'épisode. Et ce micro-détail-là et la guérison d'Alana sont tellement des détails minimes comparés à l'excellence de l'épisode que... ouais. Je me demande si j'ai pas préféré cet épisode à l'épisode 4. Et pourtant, l'épisode 4, il était fabuleux. Mais les émotions dans cet épisode, excellent. Cette saison 3 est excellente. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez trouvé ça aussi bien que moi? Vous avez été touché par cette scène finale? Est-ce que Rand vous a trop agacé par rapport à sa réaction à la conversation avec Egwene? Vous en avez plus rien à faire à la fin? Qu'en avez-vous pensé? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 7. À très bientôt sur Univers Fantasy. Bye bye!